Je ne suis pas Audrey Migraine, c'est un médecin qui travaille dans mon service. Je suis pédiatre néonatologue et je vais vous présenter donc le projet et la partie financée par le fonds de ce projet. Donc ce projet est pour étudier le comportement alimentaire à 2 ans des enfants nés prématurés. Alors pourquoi on travaille à cela? Parce que d'une part, il y a l'hypothèse de Barker. Je vous rappelle, Barker, c'est un épidémiologiste anglais qui a montré que les enfants de très petits poids, de petits poids plus exactement, en Angleterre au siècle dernier, avaient à l'âge adulte une mortalité plus précoce, plus importante. D'où la notion que lorsque, en période fœtale ou en période néonatale, on est exposé à un environnement nutritionnel, on semble emprunter l'ensemble de l'organisme vers des maladies à type adulte. D'autre part, en néonatologie, on observe une augmentation de la prématurité, puisqu'on est passé maintenant à peu près à 7% de la population, et la très grande prématurité est l'ordre de 1,5 à 2%. Et on fait en néonatologie beaucoup de manipulations nutritionnelles pour essayer d'obtenir une nutrition qui se rapproche de la croissance fœtale, puisque c'est des enfants qui vont rester chez nous à peu près 15 semaines. Un enfant qui naît à 24 semaines sortira du service vers 38-39 semaines. Donc on a toute une période. D'autre part, cette population est captive, c'est-à-dire on sait exactement ce qu'on leur donne, puisque chaque jour elle est prescrite, elle est enregistrée. Donc pour nous, ça nous paraissait une population intéressante pour 2 raisons, parce qu'il y a des questions sur le devenir à long terme. Dans les années 90, on a énormément amélioré la survie de ces enfants, et maintenant on s'intéresse, dans les années 90, on travaille beaucoup sur des travaux à court terme, comment les faire survivre, et maintenant on travaille essentiellement dans 2 directions, sur le cerveau, comment protéger leur cerveau, et comment protéger leur nutrition. Donc voilà le contexte. Alors le projet est un projet plus large, dans le sens où on regarde à 2 ans le comportement alimentaire d'enfants et on regarde l'environnement hospitalier, les caractéristiques périnatales et en sortie, entre la sortie du service et les 2 ans. Et la partie que l'on vous propose là comme projet, c'est d'étudier les polymorphismes génétiques, qui pourraient être un autre élément pouvant intervenir sur le comportement alimentaire à 2 ans. Alors, en pratique, cette étude sur la partie clinique a déjà commencé largement. On profite, donc je viens de Nantes, de la région des Pays de la Loire, et dans cette région, c'est une des rares régions où il y a un réseau de suivi systématique de tous les enfants à risque, donc de tous les prématurés. On a à peu près 1000 enfants qui rentrent dans ce suivi, qui sont suivis jusqu'à l'âge préscolaire. Et donc, on a profité de ce suivi pour interroger un certain nombre d'enfants, et notre population visée est de 300. Alors, ces enfants, ce sont des enfants moyennement prématurés, des enfants à 32 semaines, c'est déjà de la prématurité, mais ça peut être des extrêmes prématurés, comme des 24 semaines, mais également d'enfants qui souffrent, d'un retard de croissance intra-utérin, comme cet enfant qui naît très très petit, c'est-à-dire non seulement il est prématuré, mais il est beaucoup plus petit qu'il devrait pour son âge gestationnel. Alors, on utilise à 2 ans un questionnaire qui a été publié l'année dernière dans Appetite par l'équipe de Dijon, et on est en collaboration avec eux, et donc on a utilisé ce questionnaire pour essayer d'apprécier. Alors, je vais montrer par exemple les résultats cliniques de 240 prématurés actuellement inclus et de 240 nouveau-nés à terme, où on voit que dans le comportement alimentaire, il y a deux parties. Il y a le drive to eat, c'est-à-dire l'appétit, on pourrait dire, et la capacité de l'enfant, l'appétence à différencier son alimentation. Et on voit qu'il y a une différence très nette entre les prématurés et les enfants à terme. Et là, sur l'axe des X, vous voyez la croissance anténatale, c'est-à-dire ça, c'est les enfants qui sont nés pour un poids normal, et puis là, c'est des enfants qui sont à moins une déviation standard. Et on a un effet dans les 2 groupes, mais surtout marqué chez les prématurés, donc on pense que la croissance anténatale marque déjà très profondément, va avoir sur le comportement à 2 ans. Donc c'est quand même des choses très éloignées, il y a beaucoup de choses qui interviennent, et en termes de qualitatif, on voit que
c'est les différents groupes d'aliments. Donc là, c'est trop petit pour que vous puissiez le voir, mais il y a un certain nombre d'aliments, de groupes d'aliments, et on a étudié leur fréquence, leur variété et leur préférence. Et on voit que pour un certain nombre d'aliments, et en général, les aliments, alors j'oserais pas dire défavorables, puisque si j'ai bien compris, mais disons, qui on pourrait penser, ont tendance à être plus utilisés par nos petits prématurés. Alors, l'étude en elle-même génétique va être relativement simple, c'est-à-dire qu'on répartit l'ensemble de nos prématurés, on fait 3 terciles, on ne parle pas de ce tercile du milieu et on prend ceux qui sont plutôt à comportement alimentaire facile vis-à-vis d'une manière arbitraire, hein, c'est une définition purement statistique, où on prend les autres enfants qu'on va considérer comme difficiles. L'approche génétique, alors je ne suis pas généticien, ne m'en demandez pas plus, mais il y a des équipes de génétique qui sont derrière, et c'est une approche en gènes candidats, et il y a l'étude de 100 polymorphismes présents dans la population générale, et on veut regarder entre le premier et le troisième tercile s'il y a des différences avec et donc l'analyse statistique, il y aura une correction de Bonferrini. Et en pratique, c'est relativement simple puisqu'ils sont en 2 ans, on est en face à face et donc on prélève. Et pour la plupart des enfants, déjà, le prélèvement génétique a été réalisé et le financement du fonds va nous permettre de faire l'analyse génétique. Ça sera une étude pilote, ce qu'on espère, et peut-être qu'on se permettra de vous représenter pour un financement, l'étude de validation, c'est-à-dire que là, on travaille sur cette partie-là, et vous savez qu'il y a eu 2 grandes cohortes financées dans le cadre du Grand Emprunt, la cohorte ELF et la cohorte EPIPAGE 2. La cohorte ELF, c'est la population générale, et cohorte EPIPAGE 2, c'est l'ensemble des prématurés nés l'année dernière, en 2011. Et qui va être suivi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et parmi cette cohorte, il y a un sous-groupe sur lequel on travaille particulièrement la nutrition. Et on pense utiliser cette population pour confirmer si on a pu observer des polymorphismes dans la première étude. Je vous remercie. Bonjour, j'ai pas beaucoup de temps, mais si j'avais eu le temps, j'aurais pris des minutes pour remercier vraiment très sincèrement le fonds pour son soutien, parce que... mais s'il faut que je fasse un petit peu... qui va permettre, notamment dans cette étude, de participer au financement d'une thésarde et en sciences humaines, de trouver des fonds pour que des doctorants puissent entreprendre leurs travaux, c'est rare. Et donc, vraiment, encore une fois, si j'avais eu le temps, j'aurais remercié le fonds. Donc, je vais vous parler d'un projet qui est autour de l'enfant et qui est soutenu donc, par 3 partenaires. Le département de psychologie de l'université de Nanterre, qui maintenant le terme un peu plus chic de Paris-Ouest, mais c'est Nanterre. Le centre des sciences du goût et de l'alimentation de Dijon, avec qui j'ai travaillé souvent. Et enfin, l'AgroParisTech à Paris. Donc, le but de cette étude, c'est de valider un modèle théorique. Le terme est un petit peu pompeux, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler, un modèle théorique dont la variable centrale est l'autorégulation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? C'est un concept que je pense vous connaissez. L'autorégulation, c'est la capacité des individus à gérer leur prise alimentaire en fonction de leurs signaux internes de faim de satiété. Donc, quelqu'un qui a une bonne capacité d'autorégulation serait une personne qui ne mange que quand elle a faim et qui interromprait ses prises alimentaires dès parvenue à satiété. Alors pourquoi c'est intéressant d'étudier cette variable? Eh bien parce qu'éventuellement elle a un rôle dans la construction de l'IMC, puisque l'autorégulation elle va gérer les entrées, puisque effectivement une personne qui a une bonne régulation mange selon sa faim, sa satiété, donc normalement selon ses besoins alimentaires. Alors comme notre étude porte sur l'enfant, quel est ce lien effectivement qu'on a pu constater entre l'autorégulation et l'IMC? Peu de travaux se sont intéressés à cette question, ceci dit un certain nombre, notamment des travaux d'origine anglo-saxonne, et qui montrent effectivement qu'il y a une association négative, bien que modeste, entre l'autorégulation et l'IMC. Moins bonne est notre capacité d'autorégulation, plus l'IMC tend à augmenter en moyenne chez l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on sait de l'évolution de cette capacité d'autorégulation avec l'âge? Eh bien, un nombre de travaux peu nombreux, parce qu'on a peu de travaux sur ces questions, semble cependant montrer que cette capacité est opérante au moins pendant la première année de vie, voire pendant la seconde année de vie, ça dépend des travaux. Par contre, un ensemble de travaux de nature très différente, que ce soit par observation, par des études corrélationnelles, voire des études expérimentales, tend à montrer qu'en moyenne, bien évidemment il ne s'agit que de moyenne, cette capacité d'autorégulation diminue avec l'âge jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. Donc, notre modèle théorique vise à s'intéresser à d'éventuels facteurs de cette dérégulation. Qu'est-ce qui fait que l'enfant, en grandissant, se régule de moins en moins bien?
Que disent les travaux antérieurs sur cette question? Eh bien, les travaux antérieurs, la plupart d'entre eux ont été réalisés de manière très, très sérieuse et très rigoureuse par l'équipe de Birch aux États-Unis, mais avec un inconvénient, c'est de s'intéresser uniquement au rôle des parents dans cette dérégulation. Et leurs travaux montrent de manière générale que ce qui tend à déréguler la capacité de régulation de l'enfant, c'est un contrôle trop puissant, que ce soit dans la pression, finis ton assiette, ou dans le contrôle, la restriction, ne mange pas des quantités trop importantes de nourriture. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est que l'enfant ne mange plus selon ses signaux internes de faim et de satiété, mais en fonction de consignes que lui donne l'adulte. Donc on a un modèle comme ça, théorique, qui est plus ou moins bien validé, encore une fois avec des corrélations, quand c'est des corrélations qui restent modestes. Et l'originalité de notre étude, c'est d'avoir voulu s'intéresser à des caractéristiques enfantines qui serait ici intéressante en termes de perte de l'autorégulation. Alors, on s'est intéressé à deux variables. La première, c'est cette sensibilité au plaisir. Alors, c'est bien que j'intervienne après l'interlocuteur précédent, puisque justement, c'est ce drive to eat dont ils vous ont parlé. Alors, qu'est-ce que la sensibilité au plaisir? C'est en fait la composante motivationnelle de l'acte alimentaire qui est régie par le système de récompense, c'est-à-dire que plus les personnes sont sensibles au plaisir alimentaire, plus quand elles mangent, leur système de récompense est activé. Et j'ai une très bonne amie qui me racontait, il y a encore quelques temps, qu'elle a 2 enfants, 2 jumeaux, qui vont à un anniversaire et à qui on remet, ça se fait maintenant couramment, des paquets de bonbons. Donc ces 2 enfants qui ont maintenant 8 ans, 10 ans, je ne sais plus, rentrent chez eux. Il y en a un qui a déjà fini son paquet de bonbons et l'autre, un mois après, sera toujours plein. C'est ça dont on parle, cette sensibilité au fait qu'il y a des enfants qui sont plus ou moins excités par la nourriture, plus ou moins intéressés par la nourriture. Donc effectivement, dès l'âge de 24 mois, à travers l'outil qui a été présenté tout à l'heure, on note de fortes différences interindividuelles dans cette sensibilité au plaisir. Et quel est son lien avec l'autorégulation, notre variable d'intérêt? Eh bien, chez l'enfant, on ne la connaît pas. On a pu juste montrer à travers certains travaux, il y a encore vraiment pas très nombreux, que plus on est sensible au plaisir, plus on a une diminution du contrôle des prises alimentaires. On peut donc supposer, faire ce lien d'un lien d'une... Plus la sensibilité au plaisir est grande, plus la capacité de régulation est difficile, plus l'IMC augmente. Enfin, on s'est intéressé à une deuxième et dernière caractéristique qui est un terme qui est connu depuis très longtemps en psychologie, qui vient encore une fois des pays anglo-saxons, inhibitory control, c'est la capacité à inhiber nos envies. Et qui est donc défini comme quelqu'un qui a une bonne capacité d'inhibition des envies et capable de ne pas accomplir un acte désiré. On est encore là dans des processus de régulation. On sait que cette capacité d'inhibition des envies n'intervient pas avant l'âge de 12 et 24 mois. Quel est son lien avec nos variables d'intérêt? Eh bien, dans le domaine alimentaire, elle n'a jamais été encore testée. On pourrait très bien imaginer qu'effectivement, un enfant qui a une moins bonne capacité d'inhibition des envies ait plus de difficultés à s'autoréguler. Par contre, on sait depuis très longtemps qu'en dehors du domaine alimentaire, cette capacité d'inhibition des envies interagit avec le contrôle parental. Là, il faut que je me concentre parce que j'arrive jamais à le dire. Mais l'idée, c'est que moins l'enfant a une forte capacité d'inhibition de ses envies, plus il a besoin d'un contrôle parental fort pour s'autoréguler. Alors qu'un enfant qui a déjà une forte capacité d'inhibition des envies, à qui on dit ne fais pas ça et ne le fais pas, n'a pas besoin de ce contrôle parental. Il y a donc une interaction entre les deux. Donc finalement, notre modèle théorique est le suivant. Donc on fait intervenir la sensibilité au plaisir et la capacité d'inhiber des envies qui n'ont jamais été testées préalablement. Le contrôle parental, on ne le fait pas directement agir sur l'autorégulation, mais en lien avec la capacité des envies. Et enfin, on s'intéressera au lien entre cette sensibilité, cette capacité d'inhibition des envies, parce qu'il est bien évident que plus un enfant a une sensibilité forte au plaisir alimentaire, plus il a besoin d'une capacité d'inhibition de ses envies fortes pour réguler ses prises alimentaires. Donc sur le plan méthodologique, on va proposer un protocole qui a différentes originalités. Comme je viens de vous l'expliquer, c'est l'ensemble des facteurs qui ont été pris en compte. Mais la plus grande, une autre originalité, c'est qu'on va travailler sur la régulation à moyen terme. Jusqu'à présent, les protocoles expérimentaux, c'est à court terme, c'est lors d'un repas, par exemple. Je passe sur les détails expérimentaux, mais là, on va s'intéresser, on va intervenir en centre de vacances
On va observer les enfants pendant 15 jours et donc toutes leurs prises alimentaires seront gardées constantes. Il n'y aura pas cette variabilité interindividuelle sur les protocoles qu'on va mettre en place. Et enfin, au lieu de travailler par questionnaire, on va travailler par tâches expérimentales, bien qu'il y aura une première phase de validation par questionnaire du modèle. Donc, quelles sont ces tâches expérimentales? Et je n'aurai fini là. L'IMC, donc on va peser, mesurer des enfants. On va en plus faire... regarder si les prises alimentaires font une médiation entre l'autorégulation et l'IMC. Donc on observera les consommations des enfants pendant les repas. La capacité d'autorégulation sera mesurée à travers un protocole qu'on commence à bien maîtriser, notamment qui a été testé dans le projet européen HABIT et qui s'appelle Eating Without Hunger Task. La sensibilité au plaisir, donc on ne va pas utiliser le questionnaire, mais un outil MIAM, alors c'est pas le MIAM le même que tout à l'heure, c'est l'outil MIAM qui sera présenté, dont les résultats seront présentés cet après-midi, puisque c'est un outil qui a été validé avec le financement du FAS. La capacité d'inhibition des envies sera testée à travers 2 tâches de frustration qu'on doit perfectionner, parce que pour l'instant, ce sont des tâches anglo-saxonnes et il faut les adapter à la population française. Et enfin, le contrôle parental, de manière originale, sera manipulé à travers un repas, donc 2 groupes d'enfants. Un enfant qui recevra un fort contrôle, qui ne sera pas parental, là, puisque on est en centre de vacances et pas en famille, et un autre groupe d'enfants pour lequel le contrôle parental sera moins fort. Donc le modèle sera testé à travers une analyse structurale. Et en attendant, donc, nous devons mettre en place cette phase préalable par questionnaire. On attend l'accord du comité d'éthique. On doit continuer à tester certains outils de validation. Donc finalement, le terrain en centre de vacances est prévu en avril 2014 pour des résultats en janvier 2015. Donc j'espère que je vous retrouverai à ce moment-là et je vous remercie. Oui, l'obésité, finalement, peut être quand même conçue comme une pathologie du renforcement, c'est-à-dire une altération des systèmes de récompense. Et en fait, cette obésité pourrait relever d'une augmentation de la sensibilité à la sensation hédonique, c'est-à-dire la sensation de plaisir suscitée justement par la prise alimentaire, premièrement. Et deuxièmement, une augmentation de la motivation, de l'état motivationnel, de la motivation à l'égard des stimuli alimentaires qui exercent justement en général sur le sujet des propriétés dites incentives, des propriétés attractives. Il était clairement montré, tout au moins chez l'animal, que ces 2 processus, donc sensation hédonique, le liking ou la motivation, le wanting, sont clairement véhiculés par des circuits neuronaux, voire même des systèmes biochimiques quelque peu différents, dans la mesure où, par exemple, le liking fait davantage référence au système opioïdergique et endocannabinoïde, alors que la motivation renvoie plutôt au système dopaminergique mésotélencéphalique. Alors bien évidemment, ces études, effectivement, chez l'animal, reposent sur les études de lésions, avec évidemment sur les études de lésions. À partir de ce moment-là, on peut séparer les choses. Évidemment, chez l'homme et chez l'humain, il est quand même clairement difficile de séparer et de différencier ces 2 systèmes qui fonctionnent en fait non pas de façon parallèle, mais ils sont en interconnexion permanente. Alors, l'objectif de notre projet sera pour Premier objectif, c'est d'évaluer l'état hédonique et motivationnel justement des patients obèses, et comparons justement à celui de sujets volontaires sains, et évidemment focalisant également notre attention sur un marqueur biologique à travers justement l'exploration et l'étude de l'état fonctionnel du système endocannabinoïde, toujours chez les patients obèses, que nous comparons à des sujets volontaires sains. Alors au préalable, en fait, depuis maintenant 2 ans, 3 ans, nous avons mis au point au laboratoire une nouvelle méthode expérimentale justement pour essayer d'apprécier quantitativement et objectivement justement cet état hédonique et motivationnel, parce qu'habituellement dans la plupart des études, on fait essentiellement passer l'échelle visuelle analogique et justement c'est quand même relativement subjectif. Donc on a mis au point donc un logiciel qui s'appelle le Euremodis, qui est protégé grâce à une SAM transfert par l'Agence de protection des programmes informatiques. Et en fait, vous avez une première tâche. Alors bien évidemment, je vous en propose là qu'une toute petite partie. Nous avons une première tâche qui porte en fait sur une discrimination de taille. Alors une discrimination de taille ici, par exemple, entre un stimuli alimentaire, une image de nourriture, vous voyez, qui est plutôt grisée, donc qui dit dévalorisée, et ici une image de nourriture qui est en couleur. Et puis le sujet doit répondre à la question suivante.
L'image la plus grande est, alors si c'est la première, donc il appuie sur le bouton de gauche, si c'est la seconde, il appuie sur le bouton de droite. Et nous, évidemment, y associons une tâche contrôle qui est basée sur des figures géométriques. Et vous pouvez voir, en plus, ces figures géométriques reprennent certaines des propriétés colorimétriques des stimuli alimentaires. De sorte que, véritablement, on s'intéresse aux propriétés appétitives des stimuli et pas uniquement à leurs propriétés physico-physiques. Deuxième tâche, c'est une tâche qui porte cette fois-ci sur une discrimination de temps de présentation. C'est-à-dire qu'on va faire varier, là aussi, le temps de présentation de ces stimuli sans faire varier la taille. Et donc, le sujet, là encore, aura à répondre. L'image qui dure le plus est, donc, première image, celle-ci. Si elle dure un peu plus longtemps, il répond avec le bouton de gauche au bouton de droite. Et même chose pour la tâche contrôle. Alors en fait, on utilise ce qu'on appelle des méthodes psychophysiques, c'est-à-dire des méthodes adaptatives, donc à alternance simple, c'est-à-dire qu'on va construire en fait pour chaque tâche, on va construire ce qu'on appelle des escaliers psychophysiques. Alors le premier escalier, en fait, on commence le premier essai, l'image en couleur va être beaucoup plus grande que l'image dévalorisée, et puis bien évidemment le sujet répond, vous dit l'image en couleur est beaucoup plus grande, donc on diminue le ratio de taille ou temps de présentation ou entre les deux images. Et puis on construit comme ça un premier escalier psychophysique. Et à l'inverse, dans l'autre escalier, on part du bas, c'est-à-dire c'est l'image en couleur qui est beaucoup plus petite que l'image en noir et blanc, l'image grisée. Et donc on construit un deuxième escalier psychophysique. Alors pourquoi utiliser cette méthode? C'est pour éviter justement que le sujet devine la règle, et sans compter que bien évidemment nous intercalons les images contrôle, ce qui fait que globalement il y a 4 escaliers qui sont conjugués. Et donc là, c'est vraiment impossible de deviner la règle de façon très claire, c'est-à-dire faire des erreurs d'anticipation ou de persévération. Et on mesure en fait 2 variables qui témoignent justement d'une possible erreur de perception. 2 variables, une première qu'on appelle le point d'égalisation subjective, c'est-à-dire c'est la valeur par exemple de l'image en couleur, qui est jugée plus grande que l'image en noir et blanc avec une probabilité égale à 0,5. Donc évidemment, il la considère comme de taille égale. L'autre variable que nous avons utilisée, c'est ce qu'on appelle c'est ce point, c'est-à-dire qu'on va regarder le pourcentage de réponse où le sujet vous dit que l'image en couleur est plus grande que l'image en noir et blanc, dans les essais où en fait elles sont physiquement, absolument, soit de taille, soit de temps de présentation strictement égales. Alors voilà ce qu'on a pu montrer. On a pris justement des sujets volontaires sains, donc qu'on a bien évidemment screenés assez exhaustivement. Et ce qu'on peut observer, donc ici vous avez les images de nourriture, donc stimuli appétitifs, les images contrôle, les figures géométriques, et les sujets sont soumis à 2 sessions, l'une en satiété et l'autre à jeun. Ce qu'on peut déjà voir, c'est que justement les sujets perçoivent les images de nourriture comme plus grandes que ces mêmes images, donc à jeun, que ces mêmes images en satiété, alors qu'il n'y a aucune différence, par exemple, pour les images contrôle, et on voit même des différences à jeun entre les 2 types d'images. Ça, c'est pour la taille. Pour le temps de présentation, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que les sujets perçoivent au contraire le temps de présentation des images de nourriture comme plus court, comparé aux mêmes images, donc lorsqu'ils sont à jeun, comparé aux mêmes images en satiété, alors qu'il n'y a toujours aucune différence pour les images contrôle, et on voit même là encore des différences très claires entre les 2 types d'images à jeun. Donc les sujets, grâce à cette tâche, on arrive justement à mettre en évidence des différences de perception, donc non seulement en termes de taille, et temps de présentation en fonction justement du niveau de satiété du sujet. Donc ça c'est quand même très important, d'où bien évidemment l'étape qui est l'application donc vers les pathologies du renforcement, donc bien évidemment l'obésité. C'est-à-dire que nous allons ici recruter donc 2 groupes de sujets, donc les uns obèses, les autres sains. Mais ils seront soumis aux 2 tâches que je viens de vous présenter. D'ailleurs, ça s'appelle log insert, mais évidemment parce qu'elles sont protégées. Et il y aura 2 sessions expérimentales. 2 sessions expérimentales en rassasiement et à jeun. Alors bien évidemment, elles seront parfaitement randomisées d'un sujet à l'autre. Passation au cours de ces sessions expérimentales des 2 tâches instrumentales que je viens de citer. Alors elles ne se feront pas toujours là encore dans le même ordre, ce sera randomisé d'une session à l'autre et d'un sujet à l'autre. Et nous pratiquerons parallèlement les prélèvements sanguins qui nous permettra justement de doser en périphérie les endocannabinoïdes qui sont vraiment hautement impliqués dans la régulation justement des états émotionnels et motivationnels chez l'humain. Alors voici comment se présente justement une session expérimentale. Donc les sujets arrivent au laboratoire. On a repris
ont calqué un petit peu ce que nous avions fait justement chez le sujet volontaire sain. Donc ils arrivent au laboratoire à 13 heures. Après 15 minutes de repos, on réalise un premier prélèvement sanguin qui, pour la session rassasiement, eh bien, ce prélèvement sanguin sera fait juste avant la prise du repas. Puis ensuite, après à peu près 1 heure de repos, eh bien, on fera un deuxième prélèvement sanguin qui précédera la passation de la première tâche, qui peut être donc la tâche A ou B, parce que les choses seront, la passation de ces tâches sera randomisée. Puis il y aura une nouvelle période de repos, la passation de la tâche d'à peu près 10-12 minutes, il y aura à peu près une quinzaine de minutes de repos. Puis ensuite, nouveau prélèvement sanguin qui précédera la passation de la tâche, donc à la deuxième tâche. On réalisera parallèlement au moment des prélèvements sanguins une échelle visuelle analogique qui nous permettra de mesurer le niveau de faim du sujet. Donc, avant la prise du repas, ou à jeun bien évidemment, toujours au même temps, avant la passation de chacune des tâches. Et au terme de la dernière session expérimentale, on fait passer une échelle visuelle analogique qui permet d'apprécier comment finalement ont perçu les stimuli alimentaires, parce qu'en fait c'est une banque, on a construit une banque de 70 stimuli alimentaires. On va leur demander justement comment ils les ont perçus. Est-ce que justement ils ont trouvé plutôt appétissants ou pas du tout. Alors pourquoi on réalise cette évaluation qu'au terme de la dernière session expérimentale? Parce qu'en fait on ne donne pas du tout au sujet l'objectif exact de l'étude. Parce que sinon, évidemment, les réponses seraient biaisées. On leur parle uniquement de capacité, de discrimination visuelle ou de temps. On leur dit, voilà, on va évaluer plutôt votre capacité à faire des différences de taille ou de temps de présentation. On ne donne pas bien évidemment les objectifs, parce que sinon, les réponses seraient clairement biaisées. Donc, ce projet nous permettra justement de mieux identifier les modifications de la réponse clinique et motivationnelle au stimuli alimentaire dans l'obésité avec l'étude de corrélats biologiques, en focalisant notre attention sur le système endocannabinoïde. Il y a également un certain nombre de perspectives à travers l'étude de corrélats anatomo-fonctionnels, parce que, j'ai fini, à travers justement l'étude de corrélats anatomo-fonctionnels. Pourquoi? Parce qu'on a bien évidemment le projet de décliner ces tâches en neuroimagerie fonctionnelle, ce qui nous permettra justement de mieux apprécier là véritablement ce que je dirais le substratum anatomo-fonctionnel justement de cette réponse au niveau notamment des circuits préfrontaux limbiques. Et nous avons également, grâce à ces tâches, probablement la possibilité de phénotyper de façon très précise justement et objectivement les sujets, ce qui nous permettra bien également d'apprécier la réponse thérapeutique, et notamment la réponse thérapeutique aux mesures classiquement proposées, donc les mesures génétiques, voire même certaines procédures chirurgicales comme le court-circuit gastrique. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre soutien. Merci. En fait, c'est un système qui reproduit, donc qui est produit effectivement dans le cerveau et en périphérie, et qui reproduit les effets du delta-9 tétrahydrocannabinol, c'est-à-dire le composé actif du cannabis qui a été mis en évidence en 1964 par Meshulam. Voilà. Ça va être un point que nous allons voir justement avec nos collègues justement nutritionnistes et spécialistes de l'obésité, c'est-à-dire effectivement l'objectif c'est le rassasiement, plus que probablement que la quantité et la quantité calorique. Oui, donc c'est surtout ça qui sera le plus important. Donc on verra justement par rapport à ce que le sujet prend au quotidien et la sensation déjà suscitée par le repas qu'il prend au quotidien. On examinera justement ceci par rapport à la valeur calorique. Autrement dit, vous allez leur donner leur repas habituel. Leur repas habituel. Il y a certes l'IMC, il faut bien évidemment que les sujets, leur poids ne varie pas justement sur notamment les 3 derniers mois, bien évidemment qu'il n'ait pas été soumis à une procédure chirurgicale, notamment le court-circuit gastrique. On va faire également un screening sur le plan, je dirais, de la psychopathologie, c'est-à-dire dépression, anxiété, donc à l'aide d'événements d'échelle dont nous disposons en psychiatrie. Et l'autre point, c'est qu'on va également s'appuyer sur le questionnaire, le TFEQ, de sorte que quand même certains indices, notamment la composante restrictive au TFEQ, donc qui fait partie des 3 composantes, on est quand même un comportement alimentaire, justement, il y a peu de restrictions avec un score qui est inférieur à 9 sur cette composante restrictive du TFEQ.
C'est une très bonne question parce qu'en fait, on pourrait effectivement voir les choses de deux façons. C'est-à-dire, en fait, on pourrait voir quasiment deux sous-groupes de patients obèses. Les uns qui s'inscriraient, je dirais, de façon un peu vulgarisée, dans une composante d'un peu d'automédication. Et c'est-à-dire par la prise alimentaire. Hein, je mange parce que je suis peut-être déprimé, je suis anxieux, etc. Et puis une autre qui peut être au contraire une augmentation justement de la sensibilité très forte justement à la sensation de plaisir qui a été clairement évoquée. Et les sujets mangent en permanence, ou en tout cas de façon extrêmement répétée, pour maintenir un niveau de plaisir, un niveau de renforcement permanent. Il est clair que on a ce projet ultérieurement, c'est-à-dire, comme vous dites, vraiment le phénotypage probablement se fera à ce niveau-là. Il est tout à fait probable justement que les résultats soient complètement différents. C'est-à-dire que dans un cas, par exemple chez les patients obèses qui ont tendance à manger justement du fait de problèmes de psychopathologie ou autre, il est clair que dans ce cas-là, la différence entre rassasiement et à jeun soit très très forte, soit peut-être beaucoup plus forte que le sujet volontaire sain. Alors que dans l'autre cas, on n'aura aucune différence entre rassasiement et à jeun. Donc il est tout à fait possible que la seconde étape justement soit l'identification de ces deux sous-groupes de patients obèses. C'est pour ça que je vous posais la question. Mais j'en suis... Mais pour l'instant, en tout cas, vu la population étudiée, ce sera quand même difficile de répondre pour l'instant à cette question.